Écoutez, bonjour à toutes et tous qui nous rejoignent donc, ce matin pour ce webinaire sur la thématique de la protection des salariés à l'étranger. Donc webinaire qui sera animé par euh, Benjamin Geny et Solène Brière donc de la CNSE, donc de la Caisse nationale des soins à l'étranger, ainsi que par Rachida Kassi et Marie-Vonne Sonsac de la Caisse des Français à l'étranger. Donc nous ferons une présentation en fait en deux temps avec une première intervention donc de la CNSE, donc suivie ensuite par la CFE. Et pour terminer, donc on s'accordera un moment de questions-réponses, sachant que je vous invite donc à indiquer vos questions dans le petit onglet Q&R, donc questions et réponses, en bas de votre écran, de façon à avoir tout cela à la fin de la présentation. Donc rapidement, avant de commencer sur le sujet, un petit point donc aussi sur BCI, donc pour vous rappeler que c'est aussi la rentrée maintenant depuis une bonne quinzaine de jours pour nous et que l'activité reprend normalement. Donc on est comment dirais-je, prêt à continuer à vous accompagner, donc particulièrement dans ces périodes compliquées pour les entreprises, ou donc vous accompagner avec nos services, nos conseillers territoriaux de chez BCI. Et également, voilà, pour vous dire que vu l'actualité, il est toujours intéressant de revenir sur notre site internet aussi BCI, de façon à suivre un petit peu le travail de veille documentaire qui est mené chez nous, d'autant plus que l'activité est quand même assez riche là aussi. Donc, je vais passer la main à Benjamin Geny donc, et Solène Brière de la CNSE maintenant donc, pour commencer donc, cette présentation. Voilà, tout simplement. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin. Je sais que vous êtes nombreux, j'ai vu qu'il y avait plus d'une cinquantaine d'entreprises qui étaient présentes. Et puis c'est aussi pour nous satisfaisant et intéressant de voir que malgré le contexte, les projets internationaux sont toujours présents, ou du moins leur anticipation, leur prévisionnel pour cette année, pour 2021. Je vais commencer par une présentation succincte. Alors, on aimerait bien être une caisse nationale, on est un centre national, mais finalement, la mission est la même, c'est-à-dire que le CNSE, le Centre national des soins étrangers, gère pour l'ensemble de l'assurance maladie, mais aussi pour l'ensemble des régimes, des questions de protection sociale à l'étranger, pour ce qui relève de ce qu'on appelle, nous, la couverture obligatoire, ou si vous voulez, la sécurité sociale dans le vocabulaire courant. C'est pour ça qu'on démarre la présentation et qu'ensuite on passera la main à la Caisse des Français de l'étranger, puisqu'on va dire qu'à partir du moment où notre action s'arrête, c'est la CFE qui reprend le flambeau. On reviendra assez largement sur la différence qu'il y a entre le détachement et l'expatriation notamment. Voilà, même si quand on est détaché, on expatrie aussi, mais de façon couverture sociale, couverture maladie, il y a une différence assez marquée. Alors, le Centre national, pour le présenter, on est nous rattachés à la caisse primaire du Morbihan, qu'on est situé à Vannes. Il y a 140 salariés qui travaillent ici et qui s'occupent de deux grands secteurs d'activité. Le plus important, c'est lorsque il arrive à tous nos assurés d'avoir un pépin à l'étranger, et qu'ils ont payé, qu'ils ont fait eux-mêmes l'avance des frais, ils nous renvoient des factures et des formulaires. On est une administration, donc il y a un aspect formel sur lequel on reviendra, et on se charge de les rembourser moyennant quelques règles qu'on va vous présenter, qui sont parfois peut-être pas si simples à comprendre, mais on est obligé d'appliquer une réglementation européenne et internationale. Donc ça, c'est le gros de notre activité qui occupe plus de 70 personnes. Et puis, il y a une autre activité qui est moins connue. Je la présente quand même pour votre, entre guillemets, culture générale, mais pour vous, elle est neutre. C'est lorsque vous n'avez pas payé directement, c'est-à-dire qu'il y a eu une avance des frais. L'exemple le plus simple, c'est lorsque vous utilisez votre carte européenne, quand vous êtes en voyage en Europe, vous êtes hospitalisé, vous allez présenter votre carte européenne à l'hôpital, et l'hôpital du Portugal, par exemple, va payer pour vous, va faire l'avance des frais. Et ensuite, il faut savoir que dans le cadre des règlements européens, les Portugais nous représentent ces factures. Donc, il y a un jeu entre ce qu'on appelle organisme de liaison, c'est-à-dire que le Portugal nous demande de leur rembourser les sommes qu'ils ont avancées pour le compte de nos assurés français. Donc ça, c'est la deuxième partie qui est moins connue, mais qui est la plus importante en enjeu financier, puisque chaque année, il faut savoir que la France récupère 1 milliard d'euros de la part de l'ensemble de ses partenaires européens et internationaux, quand il y a des conventions,
C'est-à-dire que c'est 1 milliard d'euros où finalement personne n'a fait l'avance des frais. Les particuliers, si vous voulez, n'ont pas fait l'avance des frais. Donc voilà nos 2 grandes missions. On a effectivement, dernière spécificité, on travaille pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie, mais on travaille finalement aussi pour l'ensemble des régimes. Et je tiens à signaler, vous le savez particulièrement, que les indépendants, les travailleurs indépendants, qui étaient auparavant rattachés à ce qu'on appelait le RSI, le régime social des indépendants, le RSI n'existe plus. C'était un des engagements et puis une des décisions fortes de Emmanuel Macron de supprimer cet organisme. Donc, tous les indépendants ont été rattachés pour la partie maladie à la sécurité sociale, à l'assurance maladie et les caisses primaires. Voilà, donc c'est aussi pour vous plus simple maintenant parce que vous avez un interlocuteur unique pour toutes ces questions-là. Je vais passer la parole à Madame Brière, Solène Brière, qui est chez nous en charge des questions réglementaires et de gestion de risque. Bonjour, donc on va rentrer dans le vif du sujet lorsque la problématique se pose de détacher des travailleurs à l'étranger. Donc vous avez un salarié, vous aimeriez qu'il aille travailler un certain temps à l'étranger. Donc il y a une petite définition entre le détachement, une différence entre le détachement et l'expatriation. Donc l'expatriation, comme Benjamin vous l'a expliqué, lorsque vos salariés sont expatriés, ne dépendent plus de l'assurance maladie. C'est la CFE qui va intervenir, donc on laissera les personnes compétentes intervenir à ce moment-là. Alors au contraire, lorsque vous détachez vos salariés, donc le salarié va aller travailler à l'étranger, mais il reste dans votre effectif. Le détachement doit être de courte durée, puisque sinon c'est une expatriation. Et ensuite, il y a la problématique du pays où on va détacher le salarié. Donc, Europe, hors Europe, et en hors Europe, il faut voir avec les pays avec convention et sans convention. Donc, alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous, le CNSE, donc, on intervient sur la partie détachement qu'on va détailler maintenant. Donc, il y a trois temps, séjour dans le cadre du détachement, séjour dans le cadre du tourisme, parce qu'on voulait aussi mentionner ça. Parfois, il peut y avoir des missions, ou bien avec les membres de la famille où on est dans un cadre touristique. Donc, c'est bien quand même de savoir quelles sont les règles et ce qui se passe à l'étranger. Puis après, une partie administrative sur les formalités pour se faire rembourser. Donc, lorsque vous détachez un de vos salariés pour une courte durée, afin qu'il conserve ses droits auprès de l'assurance maladie française, il faut absolument le déclarer à la CPAM, à la caisse primaire d'assurance maladie, pardon. Donc, cette déclaration préalable au détachement se fait à l'aide de formulaires, puisqu'on est auprès de l'assurance maladie. Dans l'Union européenne, il y a un formulaire spécifique, le S3208, et hors Union européenne, pour un détachement de courte durée, c'est le S9203. Ces formulaires se retrouvent très facilement sur le site amélie.fr. Lorsque vous avez fait cette formalité préalable au détachement, la caisse va vous délivrer en retour un autre formulaire et il faudra le garder pour vous et en donner un exemplaire à votre salarié. Ces formulaires permettent à votre salarié de justifier le fait qu'il va travailler à l'étranger sans payer des cotisations sur place. C'est-à-dire qu'autrement, c'est du travail au noir lorsqu'on ne déclare pas préalablement son salarié et qu'il peut avoir des soucis du coup sur place. L'exemple type, c'est vous envoyez, vous détachez quelqu'un travailler en Allemagne, même pour une courte mission, hein, ça peut être 2 jours en Allemagne. S'il y a un contrôle de l'administration du travail allemande et qu'il n'a pas le formulaire A1, c'est du travail au noir et vous pouvez avoir une grande pénalité à payer. Je me permets juste, Solène, excusez-moi, une petite, quand vous évoquez courte durée, en effet, il y a une échelle de temps où c'est vraiment… Alors, dans l'Union européenne, c'est moins de 6 mois à peu près. Après, c'est toujours, on va dire moins de 6 mois. Et hors de l'Union européenne, c'est 3 mois. D'accord, ok. Merci. Mais c'est vrai que ce sur quoi Solène insistait, qui est important, c'est même pour des petites missions. Je prends un exemple qui nous concerne directement. On est allé une fois pour présenter un travail à Kiel. Donc, vous voyez, c'est de l'autre côté. Pour ceux qui connaissent Strasbourg, il faut prendre le tramway
on traverse le Rhin et on se retrouve en Allemagne, et on a fait une journée, c'est le nom d'intervention. Même pour une journée comme ça, il faut disposer de ce formulaire-là. Pas forcément, parce que même par rapport au contrôle, c'est surtout parce que si on tombe malade ou qu'il nous arrive quelque chose, un accident, ce formulaire permet d'être remboursé. Parce que si on n'a pas ce formulaire, ce serait comme si on était en tourisme, finalement. Donc dès qu'on travaille, dès qu'on est en mission professionnelle, même une journée ou deux, ou trois, après jusqu'à 3 mois hors UE ou 6 mois, il faut penser à ces démarches en amont. Voilà. De même pour la reconnaissance d'un éventuel accident de travail. Si vous avez un pépin à l'étranger et que le salarié n'avait pas été déclaré comme détaché, ben, c'est qu'il travaillait, enfin pour l'assurance maladie, c'est qu'il n'y travaillait pas. Et alors, on verra ça après sur la prise en charge des soins de santé, les conditions. En Europe, ça ne va pas énormément changer le taux de prise en charge. Par contre, hors Union européenne, un détaché n'aura pas le même taux de remboursement qu'un touriste. D'où l'importance de cette déclaration préalable au détachement. Donc justement, la prise en charge des soins de santé en cas de détachement de courte durée. Dans l'Union européenne, le plus simple pour éviter de faire toute avance de frais, c'est la carte européenne d'assurance maladie. Donc, il faut penser à la demander à la CEPAM avant de partir. Au mieux, c'est 15 jours avant de partir pour être sûr de l'avoir dans les temps. Autrement, on aura un petit papier, un certificat de remplacement. Mais bon, voilà, demandez la carte européenne avant de partir. Si la carte européenne n'a pas été acceptée, puisque ça peut être, par exemple, on va dans une clinique privée, la carte européenne ne sera pas acceptée ou un médecin voudra être payé directement. Donc, le détaché va donc devoir payer les soins de santé et il va demander ensuite le remboursement au CNSE. Donc, c'est là où nous intervenons directement. Et ce remboursement en Union européenne pourra s'opérer soit selon les tarifs du pays de séjour. Donc, je suis tombée malade en Allemagne, je peux demander les tarifs allemands ou je peux demander les tarifs français. C'est au choix de l'assuré. Et il y a juste un petit bémol où il faut faire attention. Pour les détachements de courte durée, c'est moins important, mais ça sera surtout important pour la longue durée. Tous les soins qui sont soumis à autorisation en France le sont également à l'étranger. Donc, si vous êtes détaché avec toute votre famille et que votre ado a besoin d'un appareil dentaire, en France, il y a besoin d'un accord pour l'orthodontie. Ça sera le même accord pour l'étranger. Donc, il faut penser à demander à sa CEPAM le bon accord. Hors Union européenne, contrairement aux touristes, qu'on verra un peu plus tard, nous prenons en charge tous les soins qui sont immédiatement nécessaires au regard de la durée du détachement. C'est-à-dire qu'on va prendre tout ce qui est urgent où la personne elle est en détachement une semaine, elle se casse la jambe, il n'y a pas de souci, on va pouvoir rembourser. En fait, on fait une petite limitation quand on dit les soins immédiatement nécessaires au regard de la durée du détachement. C'est-à-dire que si votre salarié part une semaine en Hongrie, par exemple, et que pendant toute cette semaine, il va se faire refaire toutes les dents, puisque la Hongrie est quand même bien connue pour ça, nous, on va dire que ce n'est pas un soin immédiatement nécessaire au regard de la durée du détachement. On ne peut pas se faire refaire les dents et être qu'une semaine en détachement. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut venir vraiment travailler dans le pays, il faut un vrai détachement. Donc, dans ce cas-là, les règles de remboursement, ça sera pareil. Donc, on avance les frais, puisque là, on n'a pas de formulaire qui nous permet une prise en charge directe. Et par contre, les remboursements seront uniquement selon les tarifs français, puisqu'on est hors Union européenne. De la même façon, tous les soins soumis à autorisation en France le sont également pour les soins hors Union européenne. Et nous alertons sur le fait que les tarifs à l'étranger, hors Union européenne, on pense immédiatement aux États-Unis, Canada, mais aussi l'Asie, peuvent être vraiment, vraiment plus élevés que les tarifs français. Donc, il est important de souscrire une assistance privée en plus, ou éventuellement, non, je pense pas. Une assistance privée pour, je ne sais pas s'il faut en complément. Je pense que la CFE pourra intervenir aussi oui, en complément. Enfin, voilà. Ils vous présenteront leur. Ouais. En tout cas, voilà, il faut penser que ce que l'assurance maladie va rembourser peut être vraiment minime vis-à-vis des frais qui vont être engagés. Voilà, donc c'est vrai qu'on a chaque année
peu de dossiers, mais quand même des dossiers assez symboliques et forts où les personnes n'ayant pas anticipé ça, que ce soit en détachement ou en tourisme, hein, se retrouvent en difficulté financière. Pas forcément d'ailleurs, bon, évidemment, on pense aux États-Unis, Canada, mais comme le disait Solène, ça peut être aussi la Turquie, la Thaïlande, ou pour des hospitalisations un peu longues, ben, ça commence tout de suite à chiffrer. Et nous, on remboursera que ce qu'on appelle base française. Ça veut dire qu'on va simplement regarder, on va dire, voilà, en France, une appendicite, voilà, une opération de l'appendicite, ça coûte tant. En France, on a des coûts moyens de ce qu'on appelle des groupes homogènes de séjour. Donc, en gros, tarification à l'acte, hein, d'une certaine façon. Cet acte coûte tant. Voilà, mais s'il y a un écart de 10, 20, 30 000 euros, il est pour la personne, sauf si elle a eu un contrat d'assistance et qu'elle l'a fait jouer. Ça faudra aussi bien le rappeler, mais je pense que la CFE interviendra là-dessus, c'est que même si on a, par exemple, par sa carte bleue, souvent on a des contrats d'assistance qui sont inclus, il faut le faire jouer dans les 48 heures. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se réveiller après avoir été hospitalisé, bon, ou un proche. Mais on appelle, on explique sa situation et l'assistance donne son accord et dit oui, je vais prendre le dossier en main, ça correspond à notre au contrat et voilà, on fera l'avance des frais pour vous. Donc, le détachement en long séjour. Donc là, vous détachez votre salarié plus de 6 mois. Généralement, c'est 6 mois. Après, en Union européenne, il n'y a pas de durée stricte, puisque ça peut être plusieurs fois 2 mois. Enfin, là, ça dépend. Et ça dépend de la situation aussi personnelle du salarié. Donc, dans un détachement dans l'Union européenne, c'est un autre formulaire, donc c'est le S3208, et en échange sera délivré le formulaire A1 comme en court séjour. Par contre, lorsque votre salarié décide de s'installer dans le pays de détachement pour quelques temps, par exemple, il décide avec toute sa famille d'aller pour 6 mois en Espagne. C'est peut-être pas le bon pays actuellement à choisir, mais on va dire en Espagne, il va décider, ou pour 12 mois, il va en Espagne, il prend toute la famille avec, les enfants vont aller à l'école en Espagne. La CEPAM pourra lui délivrer le formulaire S1. Ce formulaire lui permettra de s'inscrire directement auprès de la caisse maladie espagnole. En fait, du coup, il aura une petite carte vitale espagnole, hein, une carte d'assurance maladie espagnole. Et grâce à cette carte, il n'aura plus à faire l'avance des frais, il sera traité comme un assuré espagnol. Ensuite, c'est le flux que Benjamin a expliqué en introduction, où l'Espagne va bien sûr nous représenter tous les frais pris en charge et la France va rembourser. L'Espagne ne nous offre rien. Donc, c'est quand même un avantage d'avoir ce formulaire S1 puisque l'assuré n'aura plus à faire l'avance des frais. Il sera vraiment traité comme un assuré du pays. Il y a une directive européenne qui a quelques années, mais qui est entrée en vigueur au 1er août 2020, là, donc il y a un mois. Et en fait, cette directive limite désormais le détachement dans l'Union européenne à 12 mois. Avant, c'était 24 mois renouvelables une fois. Maintenant, c'est 12 mois renouvelables une fois pour 6 mois. Donc, c'est-à-dire que désormais, on ne peut plus détacher ses salariés plus de 18 mois en Union européenne. Donc, ça, c'est quand même important parce que si c'est au-delà de 18 mois le détachement, le détaché ne sera plus assuré à l'assurance maladie française. Donc, c'est là que la CFE intervient beaucoup plus rapidement qu'avant. Puis là, il faut garder à l'esprit, là, c'est des changements, c'est pour éviter le fameux dumping social dont on parle, hein, que ces durées de détachement ont été réduites, puisque, comme vous le savez, si on est dans le sens inverse, on a toujours en France sur les chantiers, notamment dans les travaux publics, beaucoup de travailleurs détachés, donc les charges sociales, les cotisations sociales qu'ils payent pendant toute la durée du détachement, elles restent liées au pays d'origine. Donc pour nous, c'est peut-être pour la France, c'est moins souvent le cas. Enfin, je pense qu'on est moins souvent concerné par ça, puisqu'on a un niveau de cotisation sociale qui est quand même relativement élevé. Voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a eu des débats assez âpres au niveau de l'Union européenne qui ont abouti à ce que la directive entre en vigueur et réduise la durée maximale. Donc,
Maintenant, détachement hors de l'Union européenne, donc supérieur à 3 mois. C'est un autre formulaire, le S9201, qui sera de la même façon adressé à la CEPAM avant le départ. Et en échange, si le détachement est vers un pays qui a signé une convention avec la France, et là, il y aura un formulaire qui va être délivré. Et de la même façon que le formulaire S1 en Europe, ce formulaire conventionnel permettra à l'assuré de s'inscrire directement auprès de l'organisme social du pays de détachement. Donc, grâce à ce formulaire, il pourra éviter d'avancer les frais de la même façon. Les pays avec convention pour le détachement, il y en a un certain nombre. Ils sont à la fois disponibles pareil sur amélie.fr ou sur le site du CLES, donc le CLES.fr. Vous avez toute la liste des pays avec convention. On ne va pas les citer là parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais la CEPAM, votre CEPAM est là aussi pour vous renseigner si ce pays a une convention, combien de temps est permis le détachement. Il faut vraiment vous penser à faire les formalités bien avant le départ, comme ça votre CEPAM pourra vous dire tout ce que vous avez à faire et quel formulaire sera adéquat pour la situation de votre salarié. Hors Union européenne, donc le détachement maximal est prévu de 3 ans. Il peut être renouvelable une fois. Par contre, le renouvellement est vraiment exceptionnel. Et ce n'est pas acquis d'office. Et lorsque c'est un pays avec convention, c'est la convention qui fixe la durée du détachement. Généralement, c'est 2 ans renouvelables aussi une fois. Donc, en cas de détachement de longue durée, se pose évidemment la question de la prise en charge des soins de santé. Donc, comme je vous l'ai expliqué, lorsque l'assuré a transféré sa résidence, on était dans notre exemple de l'Espagne où le salarié a pris toute la famille avec et qu'il s'est inscrit auprès de l'assurance espagnole. Il a eu une petite carte vitale locale et donc là, il n'a pas eu à faire l'avance des frais. Si par contre, il n'a pas transféré sa résidence, c'est-à-dire qu'il est parti aussi peut-être 1 an en détachement, mais que sa famille est restée en France. Donc, il considère que sa résidence principale reste toujours en France. Il a juste un appartement de travail, si vous voulez, en Espagne. Il n'a pas voulu transférer sa résidence. Dans ce cas-là, la prise en charge des soins, ça sera comme en court séjour, comme on l'a vu. C'est-à-dire carte européenne si celle-ci est acceptée, et si elle n'est pas acceptée, avance des frais, et nous envoyer les factures, et nous, on remboursera soit base du pays de séjour, soit base française. Hors de l'Union européenne, de la même façon, donc si l'État a signé une convention bilatérale avec la France et qu'il y a eu le petit formulaire qui allait bien, le salarié bénéficiera directement de la prise en charge dans le pays. Si par contre, il n'a pas transféré sa résidence et qu'il n'a donc pas eu de formulaire qui lui a permis de s'inscrire, ça sera une prise en charge comme en cas de court séjour, donc uniquement les soins immédiatement nécessaires au vu de la durée du détachement. Donc, je suis détachée 12 mois au Maroc, j'aurai le droit aux soins immédiatement nécessaires. Les soins conservateurs, etc., ça peut être plus compliqué pour une prise en charge. Par exemple, je dis un exemple tout bête, un renouvellement de lunettes alors qu'on voit que le détachement s'arrête une semaine plus tard, on ne le prendra pas en charge. Bon, sauf si évidemment les lunettes étaient vitales, etc. Mais du classique, il faut penser que les soins, c'est quand même l'immédiatement nécessaire. Et hors Union européenne, il n'y a pas de formulaire possible puisqu'il n'y a pas de convention dans ces cas-là. Et donc là, on prend de la même façon comme en court séjour, je viens de vous l'expliquer, donc les soins immédiatement nécessaires au vu de la durée du détachement. Alors peut-être pour préciser les conventions, donc et bien évidemment, bon, l'Union européenne et les pays associés, il y a 31 pays, on a les 27 pays de l'Union européenne, plus la Suisse, plus l'espace économique européen, donc c'est Islande, Liechtenstein. Norvège. Norvège. Donc c'est 31 pays finalement, et la Suisse. La Suisse encore à part. Avec une spécificité un peu compliquée la Suisse, mais bon en tout cas, ces 31 pays ont de la coordination, donc chacun a ses règles de sécurité sociale, mais il y a de la coordination, donc la carte européenne peut fonctionner par exemple. Et puis après les conventions, la France, avec un certain nombre de pays, a des conventions bilatérales avec une dimension tout le temps retraite, c'est-à-dire que voilà, détachement aussi, et parfois ça va jusqu'à du tourisme. Mais bon, voilà. Donc ces conventions, vous avez un site internet, on pourra vous le redonner parce qu'on n'a pas mis. C'est le
CLES, peut-être qu'on le rajoutera dans le support, clei2s.fr, cles.fr, qui est le centre de liaison internationale et européenne. Et là, elles sont récapitulées. Et il y a aussi un peu toutes les informations qu'on vous a données, elles sont aussi reprises sur ce site Amélie ou de CLES. Et vous voyez, bon, effectivement, sans grande surprise, c'est les pays, les anciennes, entre guillemets, les anciennes colonies françaises, l'Afrique de l'Ouest et puis aussi l'Afrique du Nord. Puis après, pour des raisons aussi historiques, il y a toute l'ancienne Yougoslavie, où il y a des conventions qui existent. Et puis après, au fur et à mesure de l'histoire et de la construction, on a des pays qui se rajoutent. Voilà. Donc, par exemple, on a l'Amérique latine. Il y a un certain nombre de conventions relativement récentes avec l'Argentine, le Chili, l'Uruguay. Donc voilà, c'est pour ça. Et puis sinon, quand on n'a pas ces conventions-là, on est dans la ligne du bas, hors Union européenne. Donc là, on n'a rien. Et dernière spécificité, ce qu'il faut vraiment l'avoir en tête, les territoires ultramarins. Donc vous savez qu'en France, il y a une différence entre la France métropolitaine et l'outre-mer, mais au-delà de ça, il y a une autre différence, il y a l'outre-mer qui applique les règles, donc les départements et régions d'outre-mer. Là, c'est comme en France, on va dire, la carte vitale fonctionne. Donc Réunion, Guyane, Guadeloupe, Martinique, essentiellement. Et on a les territoires d'outre-mer qui sont complètement autonomes en matière de sécurité sociale. Donc, d'ailleurs, ce n'est pas l'Union européenne. Donc, essentiellement, c'est la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Et puis Saint-Pierre-et-Miquelon, petit. Donc, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, si vous avez des missions, des déplacements là-bas, s'appliquent les mêmes règles. Enfin, c'est comme si vous voulez, d'une certaine façon, c'est comme si ce n'était pas la France en matière de sécurité sociale. Ils sont complètement autonomes, ils ont leur propre caisse. Ils nous refactureront aussi les prestations qu'ils auront prises pour le compte de la France métropolitaine. Donc, il faut bien y penser. La carte vitale ne fonctionnera pas. Il faut faire les mêmes démarches, que ce soit en tourisme ou en détachement. Et les soins peuvent être très élevés également. Et le coût peut être élevé. Donc, les séjours dans le cadre du tourisme, parce qu'un salarié détaché a aussi le droit de voyager peut-être auprès du pays frontalier de son détachement, ou sa famille peut venir le voir aussi dans le pays où il est détaché. Donc dans ce cas-là, on se retrouve dans une situation de tourisme et non plus de détachement, et la prise en charge, elle est plus réduite, elle est plus stricte. Donc dans l'Union européenne, par contre, la carte européenne fonctionne toujours. Et si la carte européenne n'est pas prise, seuls les soins immédiatement nécessaires qui sont intervenus sur le pays de tourisme, le pays où la famille est venue vous voir, où vous étiez en tourisme, peuvent être pris en charge. C'est-à-dire, quand on dit immédiatement nécessaire, on veut dire urgent et inopiné. C'est un peu ça l'idée. Oui, c'est un peu, on va pas se faire soigner volontairement en Allemagne dans ce cadre. Voilà, en fait, il faut que ce qui a généré entre guillemets, la maladie ou l'accident ait lieu sur le territoire. Donc évidemment, le plus simple, c'est de comprendre que si j'ai des pathologies chroniques préalables au départ, voilà, en sorte, elles ne seront pas forcément prises en charge si les soins, on va considérer que les soins étaient prévisibles. C'est une continuité de soins, la prise en charge va être beaucoup plus stricte. Par contre, s'il y a un pépin sur place, une aggravation, ça sera urgent et inopiné. Et donc, le remboursement se fait toujours selon les mêmes règles, pays de séjour ou tarif français au choix de l'assuré. Alors, la grande différence, c'est vraiment hors Union européenne. Là, pour les touristes, nous prenons uniquement et de manière forfaitaire les soins urgents et inopinés. Et là, c'est vu de manière stricte. Donc, c'est-à-dire qu'un exemple tout bête, je pars une semaine hors Union européenne, la veille de mon départ, je me casse une dent. On va considérer que vous pouviez attendre le lendemain, puisque vous êtes rentré le lendemain en France pour soigner la dent. C'est un exemple un peu caricaturé, mais la prise en charge est beaucoup plus stricte. Il faut vraiment que ça soit urgent et inopiné. Urgent presque au sens vital. Pas tout à fait, mais presque. Et la prise en charge est forfaitaire, c'est-à-dire que nous rembourserons de manière très très limitée, nous rembourserons de manière forfaitairement.
C'est-à-dire qu'un médecin à l'étranger peut vous avoir facturé 20 actes différents et ça peut monter à une très grande somme. Nous, on va prendre un forfait. Donc, il y aura un reste à charge qui peut être très important. Et du coup, je reviens sur la dernière partie où nous insistons vraiment sur le fait de prendre en charge, de conclure avant de partir une assistance pour prévoir ce complément de remboursement et aussi un éventuel rapatriement. Puisque ça, l'assurance maladie ne prend pas en charge le rapatriement. Voilà, donc il y a bien les 3 niveaux, hein. Il y a l'assurance maladie, les mutuelles que vous pouvez avoir, enfin même que voilà, les entreprises ont dans le cadre de leur, enfin, pour leurs salariés, les complémentaires, mais les complémentaires ne vont jouer que si l'assurance maladie obligatoire a pris en charge. Et le 3e niveau, donc là c'est ce dont parlait Solène, c'est les assistances pour le hors Union européenne. Voilà. Mais qui peuvent aussi avoir un rôle en Union européenne. Si oui, on a, suivant les pays, si on a des tarifs un peu élevés. Voilà. Donc c'est un peu ça, voilà, les conseils. Là, on est dans le cadre du tourisme. Et puis bien garder cette spécificité en tête, voilà, de ce que je disais tout à l'heure, hein, même si je ne sais pas si, bon, peut-être pas forcément en Bretagne, des territoires avec lesquels on commerce beaucoup, mais Nouvelle-Calédonie, Polynésie, on a souvent beaucoup de problèmes dans le cadre du tourisme, où des gens ne comprennent pas qu'on ne les rembourse pas. Enfin, logiquement, hein, ils pensent que c'est la France. C'est effectivement la France, mais pas en matière de sécurité sociale. Alors, du coup, c'est peut-être un peu petit sur l'écran, mais en fait, c'est pour vous conseiller d'aller sur le site amélie.fr avec l'onglet vraiment pour les entreprises, où là, vous allez pouvoir justement choisir le lieu de détachement de votre salarié et ensuite, il y aura une sous-division qui sera en durée de détachement. Et là, vous allez avoir toutes les formalités qui vont être prises. Donc, quel formulaire il faut utiliser pour demander le détachement, quel formulaire vous sera remis en retour, les délais, etc. Tout est relativement bien expliqué sur le site amélie.fr. Et la dernière partie est sur les formalités à réaliser lorsqu'on a avancé les frais de santé. Donc, on est dans l'hypothèse où la carte européenne n'a pas fonctionné, ou n'a pas été acceptée, ou lorsque l'assuré n'a pas, enfin le détaché, pardon, n'a pas transféré sa résidence, donc il ne s'était pas inscrit auprès de l'organisme social du pays de détachement. Il a vraiment payé les soins et maintenant il demande à la France, donc au CNSE indirectement, de le rembourser. Donc le CNSE, vous ne nous envoyez rien du tout, vous envoyez tout à votre CEPAM, enfin à la CEPAM du salarié. Il doit envoyer une demande de remboursement de soins à l'étranger. Et nous avons un petit formulaire à nouveau pour cela, donc c'est le S3125. On insiste sur le fait de bien le remplir. C'est-à-dire que souvent les gens râlent parce qu'on les a mal remboursés ou qu'on a carrément refusé le remboursement, mais parce qu'ils n'avaient par exemple pas coché la petite case détachement. Et vu qu'on n'a pas de petite caméra derrière chaque personne, on ne sait pas nous ce que font les gens. Donc s'ils ne nous disent pas qu'ils étaient en détachement pour le travail, on ne le sait pas. Donc, on insiste vraiment sur le remplissage de ce formulaire afin que le remboursement soit le plus juste possible, hein, celui qui doit être, et aussi le plus rapide. Si on doit chercher, on mettra plus de temps à rembourser. Il nous faut joindre à ce formulaire S3125 le certificat de détachement, puisque c'est pareil, s'il n'est pas joint, nous, on est obligé d'aller le chercher. Soit on fera une demande de pièces à l'assuré, donc il va encore perdre du temps parce que tant que le courrier se parte, que l'assuré nous répond, et ben, il a encore attendu 2 mois. Ou on doit aller le chercher via d'autres biais et ça nous prend du temps aussi. S'il est directement joint, ça va plus vite. Les factures originales détaillées, il faut que l'assuré en fasse une copie, qu'il garde la copie auprès de lui. Par contre, nous, on a besoin des originaux. On veut être sûr en fait que justement l'état de détachement ne les a pas déjà pris en charge. Si on a des copies, il y a un risque de double prise en charge et donc on insiste sur le caractère original. Voilà, et évidemment, oui, la preuve de paiement des soins. Donc, dans les pays, par exemple, où c'est beaucoup payé en espèces, en liquide, des fois, on demande les extraits de compte bancaire lorsque c'est une somme très importante. Alors, on est plus sur, là, on est sur de la vérification. En général, il y a des factures acquittées qui nous suffisent. C'est-à-dire qu'on a, voilà, l'établissement a transmis une facture, on voit bien que les sommes ont été payées. Parfois, on peut avoir un doute sur des sommes importantes ou justement dans des
situations. Mais là, on n'est pas c'est pas forcément dans le cadre du détachement que c'est plus flagrant. Bah, Sûrement. c'est plus si l'assuré n'a pas payé directement et qu'il a fait un virement, par exemple à l'hôpital par la suite, à l'hôpital ou à n'importe qui nous joigne le virement, la preuve du virement, et comme ça, on voit que la facture a bien été payée. En fait, plus on a d'éléments, plus on pourra bien faire notre travail. Parce que là, on est souvent confronté, bon, c'est parfois délicat, mais on sait qu'effectivement, il est relativement facile de faire une facture dans des pays où on peut s'arranger sur les tarifs. Par exemple, en fait, se faire rembourser une somme supérieure au coût réellement pratiqué, il est facile d'avoir une facture avec un tampon qui indique que ça a été acquitté. Voilà. Et derrière, on voit bien. Donc c'est pour ça que quand il y a eu des paiements en espèces, mais c'est quand même de moins en moins le cas, hein, ce serait plutôt sur du hors Union européenne, on peut demander, dans le cadre de nos actions de gestion du risque ou de lutte contre la fraude, d'aller un peu plus loin, nous prouver qu'il y a eu effectivement des retraits d'argent qui correspondent aux sommes importantes qui ont été payées. Même, il y a certains pays aussi où les factures sont négociables. C'est les États-Unis, par exemple, où la facture initiale va être énorme. Et si le détaché arrive un peu à négocier, il va vraiment avoir une grosse ristourne. Et du coup, la facture, peut-être, s'il nous présente la facture initiale, nous, on va forcément demander vraiment le relevé de compte qui atteste du paiement, puisqu'on sait qu'il y a peut-être eu une ristourne derrière, sans parler de fraude, etc. Là, c'est vraiment... c'est comme toujours, on paye le tarif qui doit être juste. Ni plus ni moins. Voilà. Voilà, donc on a terminé sur la présentation formelle. On va passer la main à la Caisse des Français de l'étranger. Et puis, on reste bien évidemment là pour répondre à toutes vos questions. Tout à fait. Merci beaucoup à vous deux. En effet, les questions s'accumulent. C'est pour ça on va voir ça après la présentation de la partie CFE, qui certains aussi va là aussi amener d'autres interrogations. Donc, écoutez, je vous laisse avancer, Rachida, avec la présentation et Marie. Et bonjour, merci de me laisser la main. Je vais essayer de partager mon écran du coup. Allez, et puis là, passer un autre plan. Voilà, parfait. Vous le voyez, parfait, super. Donc, Caisse des Français de l'étranger, comme son nom l'indique, on est un organisme de sécurité sociale. Donc, je vais rapidement vous expliquer qui on est et notre genèse. On va animer ce webinaire donc avec moi-même, Rachida Kassi, directrice du marketing, du développement et de la communication au sein de la CFE, et donc Marie-Vonne Somsack, qui est responsable grand compte au sein de la CFE. Elle gère toute la partie suivi de contrat ou même plutôt au démarrage de contrat avec la population des entreprises au sein de la CFE. Donc la CFE est un organisme, comme je disais, de sécurité sociale, en réalité créé, plutôt privatisé en 1978, puisque pour la genèse, lorsque on a été créé, on était une branche de la sécurité sociale du régime général, et on avait pour rôle d'accompagner les entreprises qui expatriaient pour le coup leurs salariés. Donc on a été privatisé en 1978, mais on reste un organisme de sécurité sociale, donc on dépend du code de la sécurité sociale, et c'est seulement nos comptes qui sont privatisés. Mais pour autant, on reste sous tutelle. Donc chaque année, nos comptes sont approuvés par le ministère de l'économie. Donc on dépend de tutelle. Donc les tutelles sont d'une part la direction de la sécurité sociale et d'autre part le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'économie, donc pour nos comptes. On est régi donc par un conseil d'administration de 21 membres qui ont pour particularité d'être quasiment tous des Français qui résident à l'étranger, donc qui nous permettent d'être ces relais locaux. Donc, on ne représente pas tous les pays, mais on a une bonne visibilité sur ce qui se passe un petit peu à l'étranger. Et donc, on est régi aussi dans ces comptes d'administration. Nous avons un président et des présidents qui vivent également à l'étranger. Donc, la particularité, donc, comme on est un organisme de sécurité sociale, c'est qu'on assure la des droits de sécurité sociale en France et à l'étranger, mais surtout à l'étranger, mais en France dans le cadre de séjours temporaires. Et donc, on propose les mêmes services que la sécurité sociale, que le régime général. Donc, on propose les garanties donc, de santé, maladie, maternité,
des risques professionnels, donc c'est communément appelé l'accident du travail ou les maladies professionnelles, et puis la retraite. Alors pour le coup, la retraite, ce n'est pas du tout un service propre à la CFE. En fait, on est juste collecteur des cotisations retraite pour le compte de la CNAF. Je vous expliquerai tout ça un peu plus en détail dans un prochain slide. Donc, juste un état des lieux de qui sont nos clients aujourd'hui à la CFE. Donc, je parle bien de clients et pas d'assurés. Donc, même si derrière, on assure des personnes, je parle de clients parce que pour ceux qui nous connaissent, vous le saurez que depuis 4 ans, on entame une profonde transformation. Et donc, il y a plusieurs possibilités de couvrir une personne qui part à l'étranger, donc en fonction des différentes choses. Donc, on a vu tout à l'heure le détachement, il y a l'expatriation, il y a effectivement les contrats locaux, il y a les personnes qui se trouvent une complémentaire, une couverture santé en son nom propre parce qu'ils partent en leur nom propre. Et donc, du coup, ils peuvent à une assurance. Et donc, en fait, on œuvre dans tout ce système, c'est vrai que c'est un peu difficile de s'y retrouver. Rachida, oui. Excusez-moi juste, vous n'êtes pas trop éloigné de votre micro parce que j'ai eu un ou deux messages. Voilà. Oui. On vous entend bien quand mais c'est quand vrai je suis proche. Ok. Là, c'est mieux. Là, c'est parfait. Ok. Bon, vous me voyez en gros plan, mais du coup, ok. Donc, la CFE aujourd'hui, c'est un peu plus de 112 000 clients. Avec 200 000 bénéficiaires. Donc, c'est 112 000 contrats en réalité qui couvrent 200 000 personnes au total. Dans la répartition, comme je disais, on a deux populations. On a les personnes qui adhèrent à titre individuel. Donc, c'est les personnes qui partent seules à l'étranger et qui prennent leur propre couverture de santé. Et puis, il y a les entreprises qui couvrent leurs salariés auprès de la CFE dans le cadre d'une expatriation. Et donc, on est présent vraiment partout dans le monde. Donc, on a vraiment cette particularité de couvrir partout dans le monde. Je le disais tout à l'heure, par exemple, les assurances privées vont surtout couvrir les assurés dans leur pays de résidence et en France. Dans la plupart des cas. Donc, comme je le disais, la répartition, aujourd'hui, on est beaucoup plus présent sur la garantie maladie-maternité. Qui, en fait, c'est un peu normal parce que donc maladie, maternité, c'est un peu tout le monde qui souscrit. L'accident du travail et la retraite sont des garanties qui sont proposées aux personnes qui exercent une activité salariée uniquement. Donc, tout à l'heure, le CNSE parlait des travailleurs indépendants. Donc, pour le coup, la CNSE va reprend déjà les remboursements des indépendants. Donc, ce n'est pas le cas de la CFE. Mais par contre, on est pour pouvoir récupérer les souscriptions à la retraite. Donc, ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'assurance retraite que l'on propose, c'est uniquement pour les salariés. On va voir dans les quelques mois à venir si c'est la CFE qui reprend la couverture retraite pour les indépendants à l'étranger. Donc, juste, je vais dire 2 mots sur les conditions d'éligibilité à la CFE parce que c'est vrai qu'on a un peu de mal à s'y retrouver dans tout ça. Peuvent souscrire à la CFE ou on peut souscrire, une entreprise peut faire souscrire ses salariés à la CFE si la personne est de nationalité française ou européenne de l'Union européenne ou de l'espace économique européen. Donc ça, sans souci et dans les mêmes conditions que s'ils étaient en France. Et puis, pour les entreprises qui expatrient plus de 10 personnes, plus de 10 salariés, on peut également intégrer dans la couverture santé des salariés de nationalité étrangère. La seule particularité sur ces salariés de nationalité étrangère, c'est qu'on ne peut pas les couvrir s'ils exercent une activité dans leur pays d'origine. Idem pour les Européens. S'ils exercent une activité dans l'Union européenne, ils ne peuvent pas être éligibles à la CFE. Là, pour le coup, il faut regarder les autres possibilités de couverture santé, notamment les accords qu'il y a entre les différents pays européens. Mais donc, du coup, un Européen qui travaille en Europe ne peut pas être assuré par la CFE. Donc, si vous avez des questions, on reviendra là-dessus assez rapidement. Donc, ça, c'est uniquement pour la personne qui va souscrire au contrat. En revanche, pour ce qui est du bénéficiaire, donc les ayants droit du contrat, les personnes qui vont souscrire avec le titulaire du contrat, on n'a pas de conditions d'éligibilité. Tout le monde peut être ayant droit d'un contrat
même les étrangers qui résident dans leur pays d'origine. Donc, les atouts, entre guillemets, de la CFE, donc pourquoi il est intéressant de continuer à souscrire à la CFE et pourquoi cette branche continue d'exister. Donc, donc parce qu'on est donc un organisme de sécurité sociale et qu'on assure la couverture, la continuité des droits français au départ, pendant l'expatriation et au retour d'expatriation. Donc, au départ, quelqu'un qui part de France et qui va travailler et donc résider à l'étranger, la CFE va prendre immédiatement en charge les remboursements. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de délai de carence si la personne part automatiquement de France. Donc, ce délai, il est de 3 mois. Si on souscrit à la CFE dans les 3 mois qui suivent le départ de France, les remboursements se font immédiatement. Passer ce délai, donc si on souscrit à la CFE après ces 3 mois, on peut appliquer une carence qui peut aller de 3 à 6 mois. Donc, on n'applique pas de carence pour les moins de 30 ans. Donc, la carence est liée à l'âge. On n'applique pas de carence pour les moins de 30 ans. Il y a une carence de 3 mois de 30 à 45 ans et au-delà de 45 ans, elle est de 6 mois. Sauf pour le moment, puisqu'on a mis en place certaines mesures dans le cadre de la pandémie qui court. Aujourd'hui, le délai de 3 mois est limité, le délai de carence est limité à 3 mois, quel que soit l'âge. Il n'y en a toujours pas pour les moins de 30 ans. Donc, on assure, c'est ça, donc je disais la continuité des droits. La particularité, c'est que comme un organisme de sécurité sociale, on n'a pas de questionnaire médical, on couvre vraiment tout le monde, on n'a pas de limite d'âge, on n'a pas de limite dans les remboursements, on prend vraiment en charge tout le monde, à la différence des assureurs privés, et on couvre selon les mêmes garanties qu'en France, à l'étranger. Je reviendrai un peu plus en détail sur ça, puisqu'on a réformé un petit peu nos garanties. On a réformé un petit peu nos garanties en début d'année, parce que c'est vrai que ce n'était pas forcément lisible pour nos assurés de se dire si je suis à l'étranger, combien on va me rembourser une consultation chez un généraliste. Donc, par exemple, en France, la consultation chez le tarif conventionné sécurité sociale est de 25 €. La sécurité sociale va rembourser 17,50 € sur ces 25 €. Donc, la CFE va prendre ces 17,50 € ou 70% du tarif conventionné et effectuer ce remboursement-là à l'étranger. Donc, pour le coup, ce n'était pas forcément clair pour les personnes qui résident à l'étranger, puisqu'il n'y a pas forcément de notion de tarif conventionné à l'étranger. C'était un peu complexe et puis les tarifs diffèrent selon les différents pays du monde. Donc, c'était vraiment pas évident. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié nos remboursements sur les 6 dernières années et on a défini un certain nombre d'axes et un certain nombre de zones géographiques. Et aujourd'hui, on peut dire qu'en fonction de l'acte réalisé, donc par exemple une consultation chez un généraliste, c'est à peu près, en fonction des différentes zones, 70% de la facture réelle. Donc en zone 1, ça va être 70%. En zone 5, par exemple, où c'est les États-Unis, ça va peut-être être 20%. Donc là, c'est beaucoup plus clair, il n'y a pas de surprise. On ne fait plus du tout référence au tarif conventionné parce que bon nombre de personnes ne savent pas réellement ou ne comprennent pas réellement ce que c'est. Et donc, on parle de facture réelle et donc, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Donc, je disais tout à l'heure la continuité des droits au départ comme au retour. Au retour en France, souvent des personnes salariés ne reprennent les droits du régime général. La CFE continue de couvrir lorsque la personne rentre en France, elle a fait ses démarches du régime général et qu'il y a une carence. La CFE continue de couvrir et d'assurer les remboursements sur ce laps de temps. Et au niveau de l'assurance retraite, le fait de cotiser donc, à la CFE lorsque l'on travaille à l'étranger, ça permet vraiment de continuer à cotiser dans les mêmes conditions que si on avait travaillé en France. Il n'y a pas de déperdition lors du calcul de la pension. La pension se fait sur un nombre de trimestres et les 25 meilleures années, sur les 25 meilleurs salaires perçus durant toute la carrière d'une personne. Donc, le fait de cotiser à la retraite à la CFE permet de vraiment pouvoir comptabiliser les mêmes, d'avoir on avait
Donc, si je reviens donc, sur notre offre santé, donc exactement comme le régime général, donc on rembourse les soins de maladie, maternité, et puis en option, on peut également souscrire à l'option indemnité journalière. Donc, en fait, là, c'est la CFE qui verse les indemnités journalières en cas d'arrêt de travail à l'étranger. Donc, ça couvre aussi le congé maternité et le congé maternité dans les mêmes conditions qu'en France. Donc, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le nombre de salariés que l'on expatrie, on a un barème de cotisation donc, qui est dégressif. Plus on expatrie de salariés, moins on paye cher. Et pareil, plus on est jeune, moins la cotisation est élevée, plus on est un peu plus âgé. Enfin, les cotisations en fait, du nombre de salariés que vous expatriez, de l'âge de votre salarié. Et pour les entreprises, que le salarié souscrive seul ou en famille, c'est la même tarification. En fait, grosso modo, de prendre en charge la famille, ça n'a pas de surcoût à la CFE, c'est gratuit. Donc, les familles, c'est à une deuxième personne, donc le contrat, c'est à N personnes. Il n'y a pas la cotisation de Donc, sur cette option indemnité journalière, on couvre, comme je le disais, les arrêts de travail ou la maladie professionnelle. Donc, il y a quand même une carence de 30 jours qui est appliquée avant que la CFE commence à indemniser l'arrêt de travail. Donc, on indemnise à partir du 31e jour et dans un maximum de 120 jours. Même si l'arrêt de travail doit courir plus que les 120 jours, là, c'est le médecin conseil de la CFE qui évalue la continuité donc, de l'arrêt de travail et qui dit si la CFE continue d'indemniser ou pas. Donc, ça peut aller jusqu'à 2 ans. Et au-delà de 2 ans, en général, on aboutit à une invalidité. Et la CFE, comme le régime général, est en capacité d'alimenter le dossier d'invalidité et de fournir une invalidité. Et si on fournit une invalidité, on verra tout certainement plus tard, la CFE verse une pension à vie, même si le salarié rentre en France, c'est la CFE qui continue de verser cette pension. Donc, on l'a vu, le congé maternité et paternité, donc ça, on est dans les mêmes conditions qu'en France. Donc, ça, pour le coup, ça fait partie de la réforme, mais on reste vraiment en fonction donc, des cotisations versées. On partira sur la même base de versement d'indemnité. Et donc, le congé maternité, on peut verser une indemnité jusqu'à 18 jours. Et comme en France, en cas de décès, on peut verser à l'ayant droit du contrat une indemnité de capital décès. Donc, dans l'ordre de priorité, c'est donc le conjoint, le partenaire lié par un pacte ou donc, le cas échéant aux descendants et le cas échéant aux ascendants. Donc, comme en France, on offre aussi la garantie accident du travail, maladie professionnelle, que nous, on appelle plus communément risque professionnel. Donc là, on couvre les remboursements de santé liés à un accident de travail, donc durant toute la durée de l'accident du travail, et les indemnités journalières liées aux arrêts de travail lors de l'accident du travail. Donc là, c'est vraiment dans les mêmes conditions qu'en France. Et comme je le disais tout à l'heure, sur notre dernière garantie que l'on propose, c'est la retraite. Là, pour le coup, c'est ce que je disais, et j'insiste vraiment là-dessus, on n'est pas forcément sur les mêmes droits que ce que j'ai exposé en démarrage, donc sur la partie santé, puisque en fait, on ne retrouve que les règles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et on reverse les cotisations à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Donc, pour pouvoir en bénéficier, donc qui est éligible à ça? Donc là, on n'est pas du tout sur les conditions d'éligibilité de la garantie santé. Il n'y a pas de critère de nationalité. Il faut donc avoir résidé au moins 5 ans en France et donc avoir été affilié à un régime français d'assurance maladie pendant 5 ans. Donc, normalement, si on y a résidé, c'est qu'on les a. Les 5 ans ne sont pas obligés d'être en continu. On peut avoir des périodes discontinues, mais le tout, c'est d'avoir les 5 ans. Ou plus récemment, le fait d'être né en France et même de n'y avoir jamais vécu peut permettre de souscrire à l'assurance vieillesse via la CFE. Et puis, donc ce que je suis en train de dire, c'est où, c'est pas et. Donc, c'est soit on est né en France, soit on a vécu 5 ans en France.
soit on suit son conjoint à l'étranger et on n'exerce pas d'activité professionnelle, mais qu'on a un enfant de moins de 20 ans à charge. Donc, on peut souscrire à l'assurance vieillesse. Ou alors, on a travaillé 6 mois avant son départ en expatriation en France. Par contre, il faut cotiser à l'assurance retraite dans les 6 mois qui suivent le départ de France. Je vais faire un petit laïus sur les nouveaux services que déploie la CFE. Alors, on a surtout, depuis 3 ans, beaucoup amélioré nos offres sur la partie des partenaires individuels à la CFE. Mais on est en train petit à petit de déployer divers services. Et il y en a un qui est assez, qui est vraiment de compléter notre continuité avec le régime général. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui est expatrié doit rendre ses cartes vitales puisqu'il ne dépend plus du régime général et donc n'a plus à utiliser sa carte vitale quand il se fait soigner en France. Or, lorsqu'on souscrit à la CFE et qu'on est expatrié, on revient quand même souvent en France. Nous, on voit bien la part de nos remboursements de soins réalisés en France est à peu près de 40% dans nos bases. Donc, on voit que par souci de langue, pour éviter la barrière de la langue ou pour être à côté de ses proches, on préfère continuer à se faire soigner en France. Donc, dans le cadre de séjours temporaires, donc de moins de 3 mois, on a la possibilité donc, de se faire soigner en France et c'est la CFE donc, qui prend en charge les soins. Et donc, aujourd'hui, la problématique, c'est que ces expatriés, quand ils rentraient en France, étaient obligés, ne pouvaient plus utiliser leur carte vitale et donc étaient obligés d'avancer les frais et d'envoyer en de remboursement à la CFE. Puisqu'on n'avait plus du tout, on n'est pas du tout inscrit dans ce dispositif dématérialisé que nous, on peut connaître aujourd'hui. Donc, on a mis en place ce service à titre d'expérimentation en fin d'année dernière sur une petite population de la CFE et petit à petit, on déploie ce dispositif. Donc aujourd'hui, on a déployé ce dispositif à tous nos assurés qui n'ont pas de complémentaire santé et qui souscrivent à la CFE à titre individuel. Donc, ça représente une bonne partie de notre base de données. Donc, ces personnes peuvent utiliser leur carte vitale si elle a moins d'1 an, enfin moins de 9 mois même, ou si elle n'a plus de carte vitale, ou si elle existe mais qu'elle a plus de 9 mois, la CFE réédite une carte vitale. Et donc, quand ils rentrent en France, ils présentent la carte vitale comme vous et moi lorsque l'on se fait soigner. Et donc, ils n'ont plus à avancer les frais et ils l'activent lorsqu'ils vont en pharmacie. Et donc ils n'avancent plus de frais sur la part de base, donc la part de CFE. Et donc, ça permet de continuer à bénéficier de cette difficulté du régime général. Voilà, je crois que j'en ai fini sur la présentation. J'ai été un peu plus light, je ne suis pas rentrée dans le détail. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On voulait juste finir ce webinaire sur une présentation aujourd'hui un petit peu condensée de finalement quelles sont les différences entre le détachement et l'expatriation. Je ne sais pas si vous voulez prendre la main. Mais pour le coup, donc, en effet, vous aviez résumé les avantages, on va dire, de chacune des possibilités. Bon, je dirais qu'après, c'est un choix aussi, un choix d'entreprise. Hein, clairement, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'un peut être mieux que l'autre à un moment donné. Je pense qu'il faut voir chaque cas spécifique. Donc voilà, l'idée, c'est aujourd'hui d'avoir en fait chaque point justement qui vous permettent, vous, entreprise, de voir voilà, les différences qu'il peut y avoir, parce que finalement, il peut y avoir aussi beaucoup de doutes, on ne sait pas trop des fois, donc je trouve que c'est l'occasion voilà, d'avoir ce petit résumé qui vous permet d'avoir sous les yeux voilà, les avantages et inconvénients de l'un et l'autre des projets de développement à l'étranger. Pour ne pas citer ni le détachement ni l'expatriation, mais voilà, on va dire ça comme ça. Ok. Donc là, c'était votre dernier slide, Rachida, me semble-t-il. Alors, vous m'entendez? Oui, je disais tout à fait. Je ne l'ai peut-être pas précisé. Donc, en fait, les conditions d'éligibilité à la CFE, donc en fait, on n'a pas de… Il faut pouvoir être résident à l'étranger. Donc, c'est vraiment le critère de résidence qui s'applique. Il faut pouvoir résider à l'étranger pour plus de 3 mois.
Oui, vous m'entendez? J'étais pas sûre d'avoir désactivé mon micro. Là, c'est bon, on vous entend, il n'y Oui, a pas c'est de bon, souci. parfait, Ouais. merci. Pour plus de 3 mois, parce en deçà de 3 mois, on est censé encore être résident français, donc c'est bien généralement le régime général qui continue d'assurer la couverture. Et donc, on n'a pas de. Donc, c'est minimum 3 mois pour souscrire à la CFE, mais il n'y a pas d'engagement en fait. On peut résilier la souscription à la CFE à tout moment. Et il n'y a pas de pénalité, surtout dans le cadre d'un retour. Parfait. Écoutez, je vous propose de passer aux questions parce que pour le coup, on en a entre 15 et 20 à peu près qui se sont cumulés tout au long de la présentation. D'accord. Donc, on va les reprendre, je vais les reprendre dans l'ordre et puis je pense que chacun d'entre vous pourra répondre sur sa partie. Donc, la première, c'était de se demander, est-ce que la procédure simplifiée existe toujours lorsqu'il y a beaucoup de déplacements et on évoque une déclaration trimestrielle dans la question? Je ne sais pas si c'est une procédure qui existe toujours. Oui, elle existe toujours de manière dérogatoire pour les entreprises qui ont déjà convenu cela avec leur CEPAM. D'accord. La question suivante, si je dois aller faire une présentation dans un pays européen, je dois faire une déclaration préalable sur le formulaire A1, même si c'est dans le cadre de mon travail, présentation client, formation distributeur ou autre. Donc en fait, l'idée c'est... Tout à fait. Toute mission, même j'ai envie de dire pour les pays enfin les régions frontalières, donc quelqu'un qui travaille à Metz et qui va 2 heures travailler au Luxembourg pour faire un artisan qui doit faire quelque chose par exemple au Luxembourg, il doit normalement faire sa déclaration de détachement pour mission courte, etc. D'accord. Je pense qu'on va être à peu près sur le même type de réponse. Est-ce que le détachement comprend n'importe quel déplacement professionnel à l'étranger, mission même prospective ou commerciale? On est sur le même ton. Ouais. En fait, le fait de déclarer, c'est, comme disait Benjamin, c'est surtout en cas d'arrêt de travail que c'est important. Au niveau de prise en charge des soins, que ce soit touriste ou détaché en Union européenne, il n'y a pas une grande différence, mais en cas d'arrêt de travail, ce ne sera pas reconnu. Si vous ne l'avez pas déclaré que vous allez à l'étranger, on ne reconnaît pas l'arrêt de travail à l'étranger. D'accord. Donc là, de la même manière, je crois que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup de gens parce que c'est vrai qu'on peut être amené à voyager du lundi pour le mercredi finalement et parfois ne pas avoir forcément le temps de s'occuper. Oui, alors la déclaration de tête peut se faire sur le site Amélie Entreprise. Les entreprises ont leur propre accès normalement et la déclaration de détachement peut se faire directement sur le site. D'accord. Donc à la suivante, justement, voilà, j'avais devant nous à chaque fois faire une demande de formulaire A1 car nous faisons régulièrement des tournées commerciales dans l'Union européenne d'environ une semaine. Je pense qu'on est... Oui, après la déclaration, elle peut être aussi générale. Par exemple, mission ponctuelle pour une durée de 6 mois. D'accord. Vous n'êtes pas obligé de faire avant chaque mission une déclaration particulière. Ça, c'est avec votre interlocuteur à la CEPAM. Normalement, c'est les relations internationales qui vous renseigneront au mieux pour le cas de votre entreprise, si vous devez déclarer à chaque fois. Si au contraire, une déclaration simplifiée, vous donnez la liste de tous les salariés susceptibles d'être détachés lors des prochains 6 mois et chaque mois, vous dites bah, cette personne a été détachée, oui, non. Vous savez, des tableaux Excel, hein, c'est des flux... Enfin, en tout cas, la CEPAM va tout faire pour trouver une solution la plus simple pour tant l'entreprise détachante que pour la CEPAM. Alors ensuite, quel était donc le délai de réception des formulaires après la demande préalable? Dans les meilleurs délais? D'accord. Non, avant le détachement prévu. Ok, c'est préférable. Je réagis, on va dire en direct, parce qu'effectivement, voilà, ça dépend des caisses primaires. Et puis des situations actuellement, c'est vrai que de toute façon, les mobilités sont très contraintes, mais on a quand même une autre actualité là sur le tracing contact Covid, les cas contacts, voilà. Mais est-ce que, imaginons un cas, je m'adresse à ma responsable, à ma juriste, est-ce que la régularisation a posteriori, est-ce que ça peut fonctionner? Oui, effectivement, c'est toujours possible de manière souple et exceptionnelle de régulariser a posteriori. Après, il ne faut pas le faire après chaque détachement, puisqu'au bout d'un moment, la caisse ne jouera plus le jeu, mais effectivement, oui, des exceptions sont toujours possibles. Parce que je veux dire, c'est que si le délai est trop long,
Imaginons que bon, l'anticipation n'est peut-être pas suffisante, Oui. mais je n'arrive pas à avoir le formulaire avant mon détachement. Évidemment, je pars assurer ma mission commerciale. Et puis, il faut avoir fait la démarche avant. Voilà. À partir du moment où la démarche a été Mais faite même si on n'a pas avant, le papier, voilà, on peut partir quand même. et il n'y aura pas à chaque fois un accident de travail non plus. Oui, oui, fort heureusement. Oui, l'idée est vraiment voilà, de bien comment Voilà. dire, acter les choses entre guillemets avant le voyage. Quoi. Voilà, le mieux, c'est vraiment d'introduire la demande avant de partir. Après, le retour du formulaire, etc., c'est moins… Si vous l'avez qu'au retour, c'est pas la fin du monde. D'accord. Alors, on me demande si quand on est à la MSA, est-ce que ça fonctionne pareil, de la même manière? Similairement, après, on ne va pas parler pour nos collègues de la MSA, mais en tout cas, la déclaration préalable au détachement est obligatoire aussi à la MSA. De toute façon, c'est des règles européennes. Voilà, c'est des règles européennes. Le détachement est une règle européenne, donc oui, ils ont le A1, ce qu'on appelle le A1, c'est un formulaire européen. Donc, après, ils ont peut-être un système. Je pense que la MSA est peut-être étant moins nombreux, je pense que ça peut peut-être même être plus rapide qu'une caisse primaire. Voilà, dans la gestion, parce qu'ils ont cette spécificité d'avoir une présence forte encore des agriculteurs au sein de leur conseil d'administration. Non, il n'y a pas de changement. Alors, question suivante. Est-ce que le formulaire S3208 ou S9203 doit être adressé à la CPAM en cas de déplacement sur salon en tant qu'exposant et ou simple participation à une conférence ou séminaire, par exemple? Oui, à partir du moment où vous vous déplacez à l'étranger pour travailler, pour faire une activité professionnelle, il faut faire cette déclaration. D'accord. Ensuite, quelle est la durée de validité de la carte européenne d'assurance maladie? J'ai fait une demande il y a quelques années et j'avais entendu dire qu'elle était valable 6 mois. Faut-il en refaire une? Oui, c'est 2 ans. C'est 2 ans de durée de validité. D'accord. Alors, question suivante. Lorsque vous parlez de détachement, est-ce qu'un salarié partant en colloque, par exemple pour 2 ou 3 jours, est considéré comme en détachement? Oui. Voilà. Est-ce à l'employeur ou au salarié de faire la demande de formulaire? C'est à l'employeur de faire toutes les démarches et c'est une obligation qui peut lui reprocher par la suite s'il ne les a pas faites. Donc, il peut être condamné au prud'homme, notamment s'il n'a pas fait toutes les démarches. Il a aussi un devoir d'information de tête en droit du travail. Les contrats d'assistance sont-ils à souscrire au nom de l'entreprise ou du salarié? Il existe les deux possibilités sont possibles. Là, il faut vraiment se rapprocher auprès de l'assistance qui est choisie, l'assistance privée qui est choisie. Et c'est à voir si, par exemple, une entreprise détache beaucoup de salariés. Je suppose qu'il faut mieux faire un devis pour l'entreprise et après décliner aux salariés. Si c'est que pour un salarié, enfin, j'ai envie de dire, faites jouer la concurrence et prenez au mieux. D'accord. Alors ensuite, dans le cadre d'un séjour tourisme, le salarié restant le week-end suivant son travail en faisant venir sa famille par exemple, doit-on s'assurer que le salarié souhaite effectuer des jours supplémentaires en amont pour assurer sa sécurité? J'entends qu'une personne reste passer un week-end dans la destination de travail, j'imagine, fait venir sa famille sur ce week-end-là. Et donc, à un moment donné, est-ce qu'en amont, là aussi, il faut s'assurer que la personne reste pour le week-end? Quel est le rôle, à mon avis, de la responsabilité de l'employeur? Voilà, tout à fait, versus le côté tourisme du week-end que la personne passe avec sa famille, quoi. En fait, nous, ce qu'on va regarder, c'est les dates qui sont indiquées dans le formulaire de détachement. Donc, si l'employeur nous indique qu'il est détaché jusqu'au vendredi soir et s'il a un pépin avec sa famille le samedi, on considérera qu'il est touriste et non plus détaché. D'accord. J'ai pensé qu'il y avait une question préalable dans les échanges préparatoires sur les accidents du travail, notamment l'entreprise se demandait si dans le cas d'un détachement, il y avait un accident hors situation de travail, mais par exemple, je ne sais pas, après être sorti au restaurant le soir en rentrant au domicile. Et on s'était posé la question nous aussi, mais effectivement, tout ça rentre dans le cadre du travail. Ouais. C'est-à-dire que En fait, on a un petit peu recherché et du coup, il y avait une jurisprudence de la Cour de cassation qui n'est pas si vieille que ça, qui disait qu'il y avait une présomption
d'accident de travail. C'est-à-dire que la personne en l'espèce, elle était détachée en Chine pour 6 mois de tête. Elle a eu un pépin suite à un dîner très arrosé avec des collègues sur place. Et en fait, la présomption, c'était l'accident de travail. C'était à l'employeur, donc présomption du coup inversée, puisque c'était à l'employeur de prouver que ça n'avait aucun lien avec le travail. Mais dès lors qu'il y a un accident dans le cadre d'un détachement ou d'une mission de courte durée, la présomption pèse sur l'employeur. Donc, c'est automatiquement un accident de travail, sauf si l'employeur démontre que ça n'avait vraiment aucun lien et que c'était évitable. Ou, enfin, après, là, c'est du droit du travail. D'accord. Alors, il nous en reste quelques-unes encore. Donc, dans le contexte actuel, quel est le statut d'un salarié détaché placé en quatorzaine par le pays hôte? Est-il considéré en arrêt maladie? Bah non, si on n'a pas reçu d'arrêt de travail de sa part, il sera inconnu de nos services. Donc, pour nous, encore en train d'être détaché classiquement. C'est s'il envoie un arrêt de travail à sa CEPAM que là, il sera en arrêt de travail avec les indemnités journalières qui lui seront versées. Voilà, s'il est positif finalement. Bah, ou si même juste en quarantaine. Ouais. Bah oui, non, là, oui, c'est en quarantaine, non, il n'est pas malade. Bah oui, mais en France, quand tu es en quarantaine, tu es en arrêt de travail. Ouais. Donc, s'il n'a pas envoyé d'arrêt de travail à la CEPAM, il ne sera pas en arrêt de travail. Ok. Alors ensuite, on est sur une question pour la CFE. Est-ce que c'est également la CFE qui est impliquée pour l'assurance vieillesse dans le cas d'un salarié frontalier qui vit en France mais travaille de l'autre côté de la frontière? Ah, le cas des frontaliers, c'est très compliqué, mais il vit en France. Donc, c'est une très, très bonne question. Il faut que je t'écoute le sujet. Donc, il vit en France, il travaille à l'étranger. Est-ce qu'il peut souscrire à la CFE? J'ai envie de dire non. Alors attendez, Rachida, juste. Allez-y, pardon. Vous m'entendez mieux? Là, c'est mieux. Oui. Je n'ai pas envie de dire de bêtises et je préfère y répondre après la séance parce que c'est vraiment très particulier le cas des frontaliers. Ils ne sont pas éligibles à toutes les garanties. Donc, je préfère y répondre après la séance. Pas dire de bêtises. Parfait. Alors, par contre, nous, on va quand même intervenir pour les cas des frontaliers. C'est le lieu de l'activité de travail qui détermine l'affiliation, tant à l'assurance maladie qu'à l'assurance vieillesse. Donc, si la personne travaille en Allemagne et réside en France, il doit être affilié en Allemagne, puisque c'est le lieu de l'activité qui détermine le lieu d'affiliation. Donc, en tout cas, son affiliation, oui, l'affiliation tant maladie que vieillesse sera forcément dans le pays d'activité. Après, à la CFE de voir s'il complète en plus quelque chose, mais en tout cas, l'affiliation de base, ça sera toujours dans le pays d'activité. Alors, nous, en fait, on est un régime de base. Donc, nous, on complète pas, en fait. C'est soit, donc, ils sont détachés, qui assuraient les remboursements, soit, et on ne fait pas de complémentaire. Donc, ils ont une complémentaire, donc un assureur privé qui vient assurer le reste à charge, mais ce n'est pas nous qui allons compléter. Donc, on continuera de faire les remboursements de base. D'accord. Bah après, est-ce qu'il peut s'affilier en double, il peut avoir double affiliation peut-être? Non, je ne l'ai pas dit, c'est écrit tout à l'heure. En fait, la CFE est un organisme donc, de sécurité sociale de base et on ne peut pas souscrire à deux organismes de base. Donc, le régime général en étant un, et celui-là, il est obligatoire quand on réside en France. On ne peut pas cotiser à la fois à un régime obligatoire et à la CFE. La CFE qui est un régime volontaire. Donc, ce n'est pas obligatoire, on l'a bien vu. Ce n'est pas parce qu'on part résider à l'étranger qu'on est obligé de s'affilier à la CFE. Mais on reste un organisme de base. Donc, dans nos remboursements, on ne rembourse que la base. D'accord. Donc, il sera affilié en Allemagne. Ok. Alors, question suivante. Pour un détachement dans plusieurs pays successivement sans retour en France, peut-on remplir uniquement un seul formulaire? Exemple, Italie, Grèce, Espagne. Oh. Ça, savoir avec ça, c'est pas un moment des formalités. On aime bien les formulaires, vous savez, à l'assurance maladie. Donc, je pense qu'on va peut-être vous demander un formulaire par pays. Puisque de toute façon, il faudra un par pays qui sera forcément délivré pour montrer dans chacune des pays qu'on est bien en règle. Je suppose qu'il va falloir un formulaire par pays. Par contre, il faut quand même faire attention à la durée totale du détachement.
D'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas cumulatif. On ne peut pas faire 6 mois en Allemagne, puis 6 mois au Luxembourg, puis 6 mois, on descend, je descends la carte, mais c'est quand même 6 mois, pardon, c'est 12 mois maintenant au total. Ok. C'est à bien considérer en effet. J'ai une autre question. Bonjour, j'ai une SASU. Je ne suis pas salarié de ma société. Je suis amené à effectuer des missions de consultance en Afrique ou en Asie. Quelles options pour mon assurance santé? Par le passé, je souscrivais à une assurance privée. Merci. Alors, si c'est des missions courtes, effectivement, la personne restera… Missions courtes et ponctuelles, parce que on ne prendra plus les missions courtes qui durent à chaque fois une semaine, mais en fait, si la personne, elle travaille plus à l'étranger qu'en France, même si ça dure qu'à chaque fois une semaine, c'est vraiment des missions courtes sur une année civile. On regarde la totalité du détachement, la personne restera assurée à l'assurance maladie et il faudra juste faire la déclaration préalable avant de partir. Après, nous prendrons voilà, forfaitairement, non, au tarif français, pardon, les soins éventuels sur place. Donc, à voir si une assurance effectivement privée, ça vaut peut-être le coup pour compléter ce que nous, on ne remboursera pas. Donc, par rapport, j'ai la personne qui a posé la question pour l'assurance vieillesse et le salarié frontalier qui précise que c'est l'Allemagne, en fait, le pays en question. Donc, j'ai parlé. Ouais. Et j'ai une autre question qui demande si la CFE ne gère pas les salariés détachés. Non. Non, d'accord. Nous, on est vraiment sur de l'expatriation. Et comme je le disais tout à l'heure, expatriation, c'est résident plus de 3 mois à l'étranger. Ok. Écoutez, je crois qu'on a fait l'ensemble, le tour des questions du jour. Je pense que s'il n'y a… Ah, je vois qu'il y en a une nouvelle, a priori. Alors, il semblerait que j'en ai oublié une dans la liste. Alors, juste en attendant, j'ai demandé précision. Donc, je confirme, la CFE n'affilie pas les frontaliers. Et là, a priori, on demande aux personnes de se rapprocher de leur organisme de sécurité sociale qui les oriente même pour la retraite. Mais du coup, je veux bien qu'on prenne le nom de cette personne, qu'on nous contacte, et je regarderai avec la CNAV pour un peu plus compléter la réponse. Donc, du coup, la réponse, c'est pas la CFE pour les frontaliers. D'accord. Ok, je vous donnerai les coordonnées de la personne si vous n'avez C'est pas gentil. accès au chat. Alors, on me demande, voilà, une dernière question, je crois que j'avais dû oublier. Si l'écart est important, pas d'assistance privée et que le salarié part en déplacement pro, qui paye le surplus? La négociation entre vous et votre salarié. D'accord. Bah, ça a le mérite d'être clair. D'accord, ok. Après, la mutuelle peut quand même peut-être intervenir un petit peu. Mais il y aura un reste à charge quand même important. D'accord, ok. Il y a la gradation des 3 niveaux. Donc, si on est hors Union européenne, nous, on a le forfait. Donc, déjà, nous, si on joue, la mutuelle va très probablement compléter, mais à hauteur de la prise en charge sécurité sociale. Donc, admettons, nous, on prend 70%, ça va être 100%, mais de ce qu'on prend. Ah, sur des détachés. Ah, d'accord, non, pardon. Français. Oui, mais effectivement, admettons que la consultation dans le pays de détachement, n'importe quoi, elle a coûté 50 €. Nous, on va rembourser les 23 €. La mutuelle va compléter les 2 ou 3 € qu'elle complète toujours. Du coup, il restera encore 25 € encore à la charge du patient. D'accord. Donc, il peut être négocié avec son employeur, mais voilà, c'est une négociation, comme vous le disiez. Voilà, c'est mieux de prévoir une assistance vraiment, enfin, ou une assurance complémentaire, ou peut-être une option auprès de la mutuelle. Des fois, ça peut être aussi des options à conclure pour une mission, conclure peut-être à quelque chose d'un peu plus cher pendant 2 semaines, le temps de la mission. Parce que vraiment, les coûts peuvent vraiment s'élever, même en Europe. Hein. Bon, c'est surtout hors Union européenne, mais on pense aux pays du nord de l'Europe où les soins peuvent vraiment être chers. D'accord. Alors, nous
nouvelle question. Si c'est le pays qui impose la quatorzaine, l'expatrié sera-t-il indemnisé? Mon collègue repart en Chine la semaine prochaine. Pareil, ça dépend s'il a un arrêt de travail ou pas. Dans les deux cas, après, s'il peut télétravailler, s'il télétravaille, il n'y a pas de sujet. Excusez-moi, pardon. Non, non, tout à fait, c'est exactement ça. Est-ce qu'il va être empêché de travailler ou pas? Et bon, après, si on va vraiment dans le purisme, normalement, il n'aurait même pas le droit à l'arrêt de travail parce que c'est prévisible. Il savait qu'il devait passer 14 jours sur place, en quarantaine. Donc, ça devient prévisible. C'est plus de l'arrêt de travail classique en hors Union européenne, en tout cas. Ouais. Après, s'il a un arrêt de travail délivré par un médecin, ça sera un arrêt de travail reconnu. On ne va pas rentrer. On n'a pas le droit d'aller demander pourquoi il a un arrêt de travail. Donc, c'est du secret médical. Alors, j'ai une petite remarque de la personne qui posait la question du surplus qui était à prendre en charge tout à l'heure. Je vous dis que lorsque l'on est salarié, qu'on travaille pour l'entreprise, c'est un peu dur d'avaler qu'on doit payer des frais liés à un accident qui s'est passé en déplacement. Je relate les choses. Les choses sont écrites, je les relate. Alors, ça, c'était pour le détachement. Côté exploitation, si l'accident du travail a lieu dans le cadre du trajet domicile-travail, on a la même couverture qu'en France. En fait, le trajet est pris en compte dans le cas de l'accident. L'accident, on considère comme un accident du travail et donc on rembourse la santé. Et on indemnise dans ce cadre-là. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour des questions. Ben, écoutez, il ne reste plus qu'à vous remercier de vos interventions respectives. Merci à vous. Merci à vous. Et puis, remercier également notre audimat d'avoir suivi ce webinaire. Donc, évidemment, vos contacts restent disponibles. Vous recevrez tous donc, la présentation. Et donc, les contacts des intervenants du jour également feront partie de la présentation. Donc, si vous êtes amené à avoir des questions, à avoir besoin d'échanger sur vos divers projets, n'hésitez pas à contacter les interlocuteurs présents ce jour. Voilà. Merci écoutez, à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Merci, bonne journée, au revoir.